Alors, bonjour, équipe C2 du Code comptabilité collégiale. Je vous lirai les instructions du Code pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez donc de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Je laisse maintenant les juges se présenter. Bonjour, mon nom est Henri Beauchampier. Je suis propriétaire du cabinet comptable à des services conseils. Bonjour, moi c'est Benoît Couture, je suis chef d'équipe au compte PH Industrial. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Dello, analyste en certification chez Jobert Léno Mathieu Duval. Je suis également candidat à la profession CPOC. Donc, nous sommes les consultants. On vous remercie de nous faire confiance pour ce beau mandat que vous nous avez procuré aujourd'hui. Donc, je vais présenter mes collègues, notre équipe. Donc, on a Samuel Pilote tout au bout, Stéphanie Lebel et moi-même, Frédéric Leclerc. Donc, en fait, au plan de présentation de la petite séance aujourd'hui, premièrement, on va vous donner nos recommandations. On va commencer par ça pour qu'on sache un petit peu dans quelle ligne on s'en va. Ensuite, on va vous parler un peu des revenus. Troisièmement, on va vous parler des projets. Ensuite, vraiment, ça va être plus au point de vue quantitatif. Ensuite, les projets, donc avantages et inconvénients, on va plus y aller avec le qualitatif. Ensuite, les options de financement qu'on va vous proposer selon ce que vous nous avez donné. Par la suite, on va vous donner des conseils comptables et on va par la suite passer à la conclusion, donc résumer le tout, le global de la présentation. Donc, ensuite, finir par la période de questions. Donc, en ce qui a trait aux recommandations, vous aviez demandé, dans le fond, à évaluer les projets. Nous, on a dit que le projet qu'on vous recommande, dans le fond, qu'est-ce qui va être le mieux pour vous, ça va être le centre FSAU Laval. Et on va vous expliquer un petit peu plus tard dans la présentation pourquoi le choix s'est arrêté sur celui-ci. Et finalement, le financement choisi, donc ça serait la banque Howard. Donc, la banque qui serait mieux appropriée à ce que vous voulez faire. Et ça va être mon collègue mes collègues qui vont vous en parler. Donc, à ce qui a trait du revenu. Donc, le nombre d'étudiants par année que vous avez en temps complet était de 4 772 et à temps partiel de 2 134. À ça, il était de 15 $ pour chaque temps complet que vous aviez. Il s'ajoutait un 15 $ qui devait débourser pour la contribution, un 20 $ pour la contribution de la fondation, un 15 $ pour l'université et finalement un 5 $ en ce qui a trait à la faculté. Puis, lorsqu'on additionne tout ça multiplié par le 477, ça nous donne un total de 267 232 en ce qui est pour les étudiants qui sont à temps complet à l'université. Pour le temps partiel, c'était la même chose, sauf qu'avec 1,25, 1,65, 1,25 et 40 sous. À ça, vous jugez qu'il y a 94% des étudiants qui ne demandent pas de remboursement. Donc 6% qui demandent un remboursement. On étudie donc 4 295 au temps complet et au temps partiel, c'était 92% de ceux-ci qui ne demandaient pas de remboursement, donc 8% donc 213 $ au temps partiel. Donc ça nous donne un total avant impôt de 262 et 997 et 11 630 pour le temps partiel. À ça, les impôts de 30%, on déduit. Puis pour arriver à un total de 184 056 pour le revenu pour le temps complet, puis 8 141 à temps partiel, ce qui donne un total de approximativement 196 000 $ pour l'année. Alors, pour ce qui est des projets, on est venu évaluer tout d'abord les coûts initiaux en haut à gauche.
On peut voir dans le fond qu'on a besoin de faire des murs, refaire les prises de courant, les fenêtres, les portes, puis ceci nous donne un coût d'investissement initial de 477 130 $. À ça, il faut ajouter les flux monétaires qui doivent être engagés à chaque année pendant une période de 5 ans. C'est l'évaluation que vous nous avez demandé de faire. Alors, on peut voir que, premièrement, pour ce qui est de la salle de travail, vu qu'on doit réaménager le sous-sol, eh bien, on doit enlever les cases, ce qui diminue le revenu de location qu'on faisait avec ceux-ci. En plus, des téléviseurs qui doivent être achetés et renouvelés après 4 ans, ainsi que l'entretien de télévision, que lui, il varie à partir de la 2e année d'une augmentation de 5 %, tandis qu'à la 3e, il augmente directement de 2 %, ce qui fait qu'il reste stable par la suite. Pour ce qui est du mobilier et des tables, eh bien, on doit l'acheter au début de l'année et on l'amortit linéairement sur 4 ans. Alors, on présume que sur 4 ans, vous allez changer votre stock de mobilier de table. Pour ce qui est des chaises, même principe. Ensuite, on a l'entretien pour les salles qui se mesure à 35 000, c'est-à-dire 5 000 fois 7 locaux. Ce qui fait des flux monétaires négatifs dès la première année de 75 060, de la deuxième année de 43 751, ensuite de la troisième année 43 905, après ça, même chose pour la 4e année et finalement la 5e année de 69 280, ce qui fait un total de changement de 275 901. Excuse-moi, je regarde. Aussi, on est venu calculer vos amortissements pour savoir au niveau fiscal, étant donné que vous allez percevoir les amortissements, combien vous allez être capable de sauver par année, étant donné que c'est fait sur un niveau linéaire. On est venu calculer un impôt de 30 % sur les amortissements de ces nouveaux mobiliers, ce qui nous fait au final un montant au niveau fiscal qui vient de diminuer de 1 936 $ par année. Pour ce qui est du solarium, eh bien, au début, on doit commencer par le construire, 915 000 $. Après ça, on doit l'installer avec les poutres, les vitres, etc., etc. Ce qui fait un total de 1 115 000 $. À ça, il faut enlever le 25 % que votre précieux partenaire est prêt à payer pour ce projet. Et en plus, on a le 306 000 $ qui doit être enlevé dû aux subventions proposées pour ce projet, étant donné que c'est pour du développement durable. Suite à ça, on a les flux monétaires engagés, les coûts qu'on a, comme à chaque année, on a ce qui est le chauffage, on a l'électricité, les mobiliers de divan qui est acheté aux 3 ans. Ensuite, nous avons le mobilier de la table, même principe, amorti sur 3 ans linéairement. Mobilier de chaise, même chose. Et finalement, on a les charges d'énergement qui doivent être à chaque année. Et ensuite, le revenu de location qu'on vient gagner, étant donné qu'on loue 50 % du potager qu'on a l'intention de créer dans ce solarium, c'est un revenu qu'il faut rajouter à ce projet, ce qui fait au total un flux monétaire négatif pour l'année 1 de 277 320, de moins 246 659 pour l'année 2, 3, pour l'année 4, 277 320. Ensuite, pour l'année 5, encore 246 et 59. Et finalement, pour un total de moins 1 322 697. Pour ce qui est au niveau de l'amortissement accumulé suite à vos mobiliers installés dans le salarium, vous pouvez sauver au niveau fiscal de 2 839 $.
Pour ce qui est du projet du centre FSA Université Laval, c'est-à-dire reconstruire sur le toit en haut, eh bien, on doit tout d'abord reconstruire un nouveau toit, une charpente à 300 250 $. Ensuite, vous avez votre électricité que vous avez ciblée pour la construction de 206 653 $. Des fenêtres à 223 000 $. Il faut venir créer. Et étant donné que votre bâtisse, vous l'agrandissez vers le haut, eh bien, vous avez calculé que votre toit n'était pas suffisamment solide pour retenir tout ce beau monde qui va traverser ces corridors. Alors, il faut rajouter 152 350 pour que votre toit soit assez solide pour les soutenir, ce qui fait un coût initial d'investissement de 882 253 $. Avec ça, on a des flux monétaires engagés pendant 5 ans. On a l'achat d'ordinateurs. Bien sûr, dans le calcul, il y a le 5 de rabais proposé par votre fournisseur qui est calculé. Après ça, vous avez les frais de mise à jour pour chaque année pour 20 ordinateurs, 300 $ par année pour faire la mise à jour nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci. Ensuite, vous avez le coût pour ce qui est du concierge, qui a une augmentation salariale à chaque année, qui est calculée. Ensuite, vous avez l'immobilier pour les tables de ces locaux et aussi pour les chaises qui sont tous les deux amortis linéairement sur 4 ans. Alors, ensuite, on a l'entretien des fenêtres. Vos locaux, vous mettez des belles fenêtres. Alors, il faut les entretenir, il faut les laver. Ce qui nous coûte par année 13 700 $. Alors, les totales des flux monétaires engagés pour la première année est de moins 71 269, de moins 40 100 pour la deuxième année, pour la troisième année de moins 40 508, pour la quatrième année, excusez-moi, de moins 59 628, la cinquième année de moins 54 213 et finalement pour un total de 65 718. Alors, à ça, l'économie que vous pouvez faire au niveau de vos charges d'amortissement sont au niveau du centre FSA Université Laval, eh bien, vos économies au niveau fiscal sont de 11 756 $. Donc, pour continuer sur cette lignée de mon collègue, en évaluant les projets, donc on va y aller vraiment avec des avantages et des inconvénients pour voir un petit peu globalement qu'est-ce que ça a l'air. Donc, pour le premier, le centre FSA Université Laval, comme les avantages, c'est un projet qui accueille plus d'étudiants que les deux autres. On a compté que ça accueille quand même 124 élèves, c'est quand même très bien. Les élèves, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans ce projet-là? C'est de plaire, c'est d'aller chercher vraiment ce qui est le plus avantageux pour les étudiants. Et également, donc ça va vraiment aider aux étudiants. Ils vont avoir plus de places disponibles pour aller justement faire leurs devoirs, leurs travaux d'équipe, etc. Vous avez vraiment des technologies avancées. On a vu que vous avez quand même, vous voulez être vraiment à la fine pointe de la technologie. Les ordinateurs que vous achetez au bout de 3 ans, vous les échangez. Donc, c'est vraiment une bonne façon pour vous de faire parler de vous en même temps. Les gens, là, ils vont dire « Wow, maintenant la technologie, là, on est rendu assez haut. » Si vous vous tenez vraiment dans les standards très hauts, les gens vont vraiment reconnaître l'université aussi. Pour les étudiants, c'est un très bel investissement que vous pouvez faire. C'est un endroit qui va être calme, donc plaisir pour les étudiants, ils vont pouvoir se concentrer pour réussir leurs études. Et on a également évalué, selon ce que mon collègue vous a parlé aussi, qu'il va y avoir moins de déboursés annuels, donc avec ce projet-là. Comme inconvénient, en faisant un petit peu, on s'est dit, ouais, un inconvénient qu'il peut y avoir à ce projet-là, malheureusement, c'est que vu que ça se passe au-dessus, bien, ça va quand même engager justement qu'il va y avoir des bruits. Donc, l'étage juste en dessous, ça va peut-être être bruyant un peu, donc au niveau de la théorie dans les cours, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Pour le deuxième, donc les salles de travail, comme avantage, on avait projection des travaux d'équipe sur les téléviseurs, c'est un bel avantage. On a des belles salles, on peut les exploiter adéquatement pour les travaux d'équipe. On a justement des prises qui sont là pour ça. On le met sur le téléviseur, chacun peut voir, chacun peut collaborer ensemble, c'est ce qui est plaisant. Ensuite, les salles de travail sont adéquates, justement, comme je l'ai dit, pour les travaux d'équipe. Tout est bien équipé, c'est
justement des belles tables que vous voulez acheter pour que tout le monde puisse justement collaborer, expliquer ensemble, et etc. Au niveau des inconvénients, par contre, qu'est-ce que ça va faire, c'est que vous allez devoir enlever les casiers. Présentement, il y a 20% des casiers qui sont exploités par les étudiants. C'est sûr que si on les enlève complètement, ça va être des services de moins parce que les 20% des étudiants qui les utilisent vont devoir se relocaliser ailleurs pour entreposer leurs choses. C'est une grande capacité aussi de 84 étudiants. Par contre, c'est moins que le centre qu'on vous a parlé juste avant. Donc, c'est sûr que vous allez avoir moins d'étudiants qui vont pouvoir justement bénéficier de ces locaux-là. C'est l'inconvénient qu'on va trouver. En 4 salariés maintenant. Donc, c'est un projet de développement durable. Vous l'avez dit, c'est un beau projet. Maintenant, l'environnement, etc., c'est tellement important. C'est un très, très beau projet. Jardin communautaire aussi, c'est le fun. Ça va être vraiment quelque chose de plus à ajouter pour les étudiants. Par contre, est-ce que c'est vraiment ce que les étudiants recherchent? Eux veulent ils veulent que ce soit concentré sur les études. C'est une université, c'est dur, c'est de l'acharnement. Donc, on veut vraiment plus un environnement, je crois, qui va être plus adapté à ce qu'ils recherchent. Donc, un environnement qui va pouvoir se concentrer, étudier, etc. Au niveau des inconvénients, c'est plus dispendieux. C'est le projet, en fait, qui est plus dispendieux au point de vue des déboursés annuels. Ensuite, c'est l'insonorisation, parce qu'il reste que dans un solarium, ça, on voit par l'extérieur, etc. Les bruits de klaxons dans les rues, parce que les piétons veulent passer et les autos ne l'arrêtent pas, peu importe, ils désirent ça, on risque de les entendre un peu partout. C'est plus bruyant, justement, c'est à l'étage inférieur, étant donné que les travaux, justement, les gens vont marcher sur le toit, ils vont devoir justement s'édifier, ils vont devoir monter la charpente, etc. Donc, ça va être plus bruyant, ça va être tannant pour une bonne durée des travaux. Donc, on voit vraiment que le premier projet est vraiment très, très bon. En ce qui est aux options de financement, donc 2 étaient proposées. Vous avez aussi laissé place à notre imagination. Donc, pour les deux, je ne commence pas à expliquer les 2 qui étaient proposés. Par la suite, je vais vous donner un autre moyen de financement qui s'ajoute à celui qu'on avait fait entre eux, qu'on vous propose. Donc, premièrement, c'est la banque ProAd, qui elle nous offre un taux de 3%. Donc, on estime qu'un montant emprunté de 1 million de dollars pour le projet FSA serait bien, dû aux imprévus. Des fois, 800 000 en partant, on sait qu'il peut y avoir des imprévus durant les travaux, ça coûte plus cher, donc on prend un petit surplus. Par la suite, sur une durée de 20 ans, donc on rembourse sur 20 ans. Donc, ça nous fait un versement de 67 215 par année. À ça fait un emprunt de 1 344 314 À ce qui est pour la Banque de Montréal, vous offre un prêt de 2 à 2 Par contre, elle exige d'avoir une statue, peu importe le projet que vous choisissez, une statue à son honneur, qui va être déboursée par vous. Donc, à ça s'ajoute 455 000 à l'emprunt. Pour la construire, il faut la payer, cette statue-là. Donc, on fait sur une durée annuelle de 20 ans. Puis, ça nous donne des versements de 88 983 par année. Ce qui fait quand même un emprunt de 300 000 de plus de 400 000 de plus que la banque ProAd. Nous, c'est pour ça qu'on conseille la banque ProAd. Par la suite, on vous offre aussi de prendre, dans le fond, de donner accès à partir des fonds que vous avez aux étudiants, de prendre 100 000 de ces fonds-là pour leur donner des étudiants en finance, pour qu'eux puissent aller jouer à la bourse, bien sûr, dans le cadre de leur cours, pour faire fluctuer, bien sûr, ces 100 000 $-là. Ça leur donne aussi de l'expérience réelle, puis ça ferait aussi, ça implique beaucoup les étudiants. Pour eux, ils sentent que l'université leur fait confiance, puis ça attire beaucoup de monde aussi, les jeunes qui voudraient venir. Ils peuvent se dire, bon, mais là-bas, ils font confiance, ils veulent qu'on travaille, ils nous donnent 100 000 $. Puis par les années suivantes, si on voit que ça fonctionne bien, peut-être augmenter le montant de 100 000 $ aussi. Alors, pour ce qui est des quelques conseils comptables que vous nous avez demandé. Alors, tout d'abord, vos mobiliers de bureau. Pour ce qui est, vous avez passé 314 000 $ de mobilier de bureau directement à la charge. Eh bien, c'est un bien que je présume que vous voulez garder plus longtemps. Vous ne voulez pas l'échanger à chaque fois qu'un enseignant ajoute dessus. Alors, c'est pour les garder, on va les capitaliser au niveau des immobilisations avec l'immobilier de bureau, ce qui va faire que ça va donner une meilleure information au niveau comptable de l'importance de ce matériel. Pour ce qui est de la poursuite judiciaire que vous avez, oui, il y a 60% des chances que vous perdez
30% des chances que vous payiez partiellement le montant et 10% des chances que vous n'en payez pas. Étant donné que le jugement n'a pas été encore rendu par le principe de réalisation, nous devons seulement indiquer une note aux états financiers pour dire oui, nous sommes poursuivis présentement, mais la charge ne veut pas nécessairement dire qu'elle va passer. Pour ce qui est des assurances payées, vous avez payé pour 3 ans d'avance votre assurance de 600 000 $. Eh bien, il y a juste un mois qui fut passé entre le 31 janvier et le 28 février. Alors, il faut se transférer, pas laisser le total du montant au niveau de la charge. Il faut en passer une au niveau des frais payés d'avance, des assurances payées d'avance. L'écriture doit se faire de 583 333 $ au niveau du débit vers les assurances payées d'avance et de manière créditeur vers les assurances. Donc, en petite conclusion, vous allez voir c'est la première page qu'on vous a présentée, donc les recommandations. Je pense qu'à la suite de ce qu'on vient de dire, j'espère vous avoir un petit peu convaincu que vraiment le centre FSA, l'Université Laval, on revient à votre but ultime, c'était de trouver quelque chose qui va être avantageux pour vos élèves. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont apprécier, qu'ils vont adorer. Avoir 124 classes de plus pour étudier, c'est vraiment pratique. Ensuite, le financement choisi, donc comme mon collègue en a parlé, la Banque Royale va être très bien, pour vous. Donc, c'est ce qu'on vous conseille. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Maintenant, on va passer à la thématique. Oui, donc je me demandais, on vous laissait la possibilité de choisir plus d'un projet. On se demandait s'il y avait un deuxième ou même les 3 projets pourraient être acceptés. Je vous laisse élaborer là-dessus. Pour ce qui est des projets, au niveau des salles de travail, oui, ça va être utile à vos étudiants. Des rencontres, comme pour simuler des rencontres de conseil d'administration, pourraient être très utiles avec ces salles bien isolées, ce qui est un avantage pour vos étudiants. C'est un projet aussi qui est faisable, qui est moins dispendieux que le salarium. Alors, celui-ci pourrait se faire aussi, mais nous autres, on priorise réellement le centre de FSA Université Laval. Donc, je comprends bien, c'est votre deuxième choix. Là. Exactement. Si on aurait vraiment, justement, vous auriez vraiment ce projet-là en tête que vous vouliez, etc., on pourrait dire c'est faisable. Mais pour l'analyse, nous, on est objectif face à votre situation aussi. Donc, on est en mesure vraiment de regarder votre entreprise, pas votre entreprise, mais l'Université Laval a besoin de quoi finalement? Qu'est-ce que vous voulez qui répondrait vraiment à vos attentes et aux attentes des étudiants ou pas? Donc, c'est pour ces raisons-là, dans le fond, que nous, on a plus balancé vers le centre. J'ai une question de mon côté. Au niveau du financement, si je reviens à la disais apparemment, il fallait dans le fond faire un emprunt de millions et tout ça, parler d'un projet, on a des liquidités qui prennent nous autres de notre côté quand même de bon montant. On se demandait qu'est-ce qu'on va faire avec l'excédent de cet argent-là, si on fait juste un projet, avez-vous un plan pour ça? En fait, je peux bien répondre à cette question-là. On sait que ce n'est pas les seules installations dont vous disposez non plus à l'Université Laval. Donc, vous avez d'autres coûts pour les autres installations. Par la suite, donc, pour ne pas dépenser tout l'argent que vous avez, puis vous ramasser sans fonds de roulement, donc sans l'argent. C'est pour ça qu'on vous offre 1 million $. Et nous, on le semble juste pour vous. Donc, c'est tout simplement pour pas que vous manquiez de liquidité. La mise de fonds que vous auriez mis pour obtenir l'emprunt, il y en avait-tu une qui était considérée dans le dossier, etc.? Je ne le vois pas dans la... Est-ce que vous financez le projet à 100% ou vous mettez une mise de fonds aussi dedans? Financé à 100%. Parfait. au niveau de vos calculs, vous mentionnez des montants sauvés à la fiscalité. Je veux savoir comment vous arrivez à ces montants-là. OK, exact. Dans le fond, comment on calculait? On calculait l'amortissement au niveau linéaire, tel que mentionné, bien sûr, en prenant en compte la valeur résiduelle mentionnée ici présent. Alors,
on calculait le nombre d'années, savoir à chaque année combien d'amortissements que vous cumulez. Et ensuite, c'est ce qui augmente exactement votre montant de charge, ce qui vient diminuer votre bénéfice. 30% de ceci équivaut à ce qui est de vos impôts. Alors, c'est comme ça que nous sommes arrivés à ce résultat. Si on a la liquidité pour faire les 3 projets. Parce qu'en fait, là, actuellement, on a 8 millions à compte de banque. On n'a pratiquement pas de dette. Ça, vous n'étiez pas exclu. On n'a pratiquement pas de dette. Puis, en réalité, on est capable d'aller chercher 1 million de financement, même probablement plus avec la banque. On fait les 3 projets. Il va être difficile de construire le centre de FSA de l'Université Laval, puis d'ensuite construire encore sur le même toit le salariat. Alors, c'est sûr qu'on va au début commencer à analyser pour ce qui est du centre FSA. Nous, pour ce qui est du salariat, on attendrait un peu plus longtemps avec lui, au cas où on ne sait jamais, d'une année à une autre, la démographie de la population change d'une génération à une autre. Alors, ça se peut que la variation d'étudiants qui participent puisse à un moment donné être en dessous de vos revenus, ce qui fait que vous devriez garder un certain fonds de liquidité. À propos de la poursuite, nos avocats mentionnent qu'on a 60% de chance de perdre la poursuite et de payer 500 000 $. Oui. Est-ce qu'au niveau de la probabilité, on ne devrait pas peut-être constater une charge de 500 000 $? Non, étant donné que cette charge n'est pas réalisée, bien sûr, il y a quand même une forte influence, mais il y a toujours un 30% et un 10% de probabilité. C'est pour ça qu'il faut, à ce niveau-là, indiquer une note aux états financiers pour clairement venir spécifier. La période de questions serait terminée. Il est possible. Bon, excusez-moi. Il faut faire une note aux états financiers pour justement spécifier que oui, on a potentiellement une charge de 500 000 qui pourrait venir, mais bien sûr, elle peut être seulement de 300 000, comme qu'elle peut être de 0 $. Alors, on ne sait pas, elle ne s'est pas réalisée, alors on met une note et on attend le jugement des juges. Merci. Merci.